Bonjour à tous, et j'espère que vous passez une bonne matinée pour l'instant. Donc moi, je vais faire une présentation sur Magento et comment ne pas en faire, en réalité. Donc ça va être un peu fun, on va s'amuser. Et ça fait écho avec ce que Régis vous a présenté tout à l'heure pendant la cérémonie d'ouverture. Donc je vais me présenter vite fait, slide simple. Je m'appelle Adrien, je suis expert technique à l'agence DND. On a un stand qui est disponible sur la rotonde. Si vous voulez passer, j'y serai début d'après-midi, et après mes camarades qui seront là feront aussi une joie de répondre à vos questions si vous en avez. Alors, du coup, grosso modo, Magento. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien avec? Je vais dire Magento au lieu d'Adobe Commerce, souvent, hein, m'en voulez pas pour ça. Mais on rajoute beaucoup de fonctionnalités, et en fait, on les rajoute souvent dans le code, dans la base de code qu'il y a. Sauf que des projets qui vivent, ça fait de la dette technique. Ça fait qu'au final, après 2, 3, 4, 5, 6 ans, ça commence à être des projets complexes, des projets où les montées en version sont difficiles, des projets où on ne sait plus trop comment est-ce qu'on arrive à s'en sortir. Mais en fait, on n'est pas obligé d'être dans ce schéma-là. On peut faire autre chose. Il y a une alternative qui existe, parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités qu'on fait qui ne sont pas nécessairement pertinentes à être dans Magento. On peut les faire ailleurs. Et Adobe, ils nous mettent à disposition la Builder pour faire ça. La Builder, au final, on peut rajouter des fonctionnalités, on a du temps de compute, on a des bases de données, on a plein de trucs, je vous le présenterai. Et ça nous permet de sortir des trucs. Magento, ça ne l'intéresse pas. Bon, je vais présenter un petit peu ce que c'est au final. Donc, qu'est-ce que c'est? Pour nous, je vais considérer que je ne m'adresse qu'à des personnes techniques. Pour nous, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils qui contient plein d'éléments pour nous permettre de rajouter ces fonctionnalités. Magento, lui, il a son corps, il a sa méthode de développement. En fait, on peut le faire autrement. C'est un peu l'idée. On a aussi une connexion qui est disponible avec énormément d'autres outils de l'écosystème Adobe, qui est quelque chose qui, au final, si on est des anciens, on ne s'en sert pas tant que ça. On a un peu l'habitude de rester sur notre scope Magento, mais non, on a plein d'outils qui peuvent être sympas à utiliser. Il faut s'en servir des fois. Et du coup, il y a quoi? Je vous disais une boîte à outils. En réalité, c'est pas grand-chose. Hein. C'est la base de ce qu'on fait en serverless et de ce qu'on fait en cloud. C'est des API qui sont dispo, du temps de calcul avec IO Runtime, et une CLI et un SDK pour pouvoir s'en servir avec notre Node.js. Et en vrai, il ne faut pas beaucoup plus que ça. Il ne faut pas beaucoup plus que ça pour faire de la magie et rajouter plein de fonctionnalités. Et du coup, ok, c'est rigolo, mais est-ce qu'on l'a? Comment ça marche avec le cloud? Comment ça marche avec... vous l'avez vu, Régis vous l'a présenté sur la nouvelle offre Commerce Cloud, As Cloud Service, pardon, mais en réalité, ça s'applique à toutes les autres manières de faire du Magento et du Adobe Commerce. Du coup, qu'est-ce qu'on a? En réalité, on a accès à tout ce qui est dans Experience Cloud, Experience Manager, tout ce que Adobe nous offre. Par exemple, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut prendre nos données, nos produits et les envoyer. Il y avait une question tout à l'heure, ou je ne sais plus quand, il y avait une question, si ce matin, il y avait une question sur si on veut l'envoyer sur d'autres services de marketplace. Comment est-ce qu'on peut faire? S'il n'y a pas un connecteur qui existe, un agrégateur, on peut en faire un. Et ce n'est pas pertinent d'être dans Magento. Donc voilà, c'est un petit exemple. On peut aussi faire des canaux communs de contenu. Mais c'est pas vraiment ce que je veux vous dire là. Ce que je veux vous dire surtout, c'est que normalement, avec votre licence Adobe Commerce, surtout la cloud, ça c'est la cloud que j'ai vérifiée, je vous laisserai vérifier pour les autres, mais en réalité, vous l'avez déjà dans votre licence. Dans toutes les licences, normalement. Depuis fin 2023. Début 2024. Ça fait au moins un an et demi quand même que c'est dispo, donc en réalité, qu'on peut faire ça sans coût supplémentaire et avec toute la puissance de l'outil, de la connexion et de sortir des trucs de Magento. Donc théoriquement, ça doit faire 2 ans normalement. Plus personne dans cette pièce n'est censé dev du Magento. Sauf que tout le monde en fait. Voilà, on va pas se mentir, hein, j'en fais aussi. Et le dernier truc que je voulais vous dire un petit peu sur comment est-ce que ça marche. Je suis obligé de relire parce que je ne me rappelle plus tout de suite ce que j'ai écrit. Je ne me rappelle plus. C'est un peu une répétition de ce que je disais tout à l'heure et de ce que Régis expliquait. Mais grosso modo, vous avez accès à toutes les API parce que Magento met à disposition des API. Donc en réalité, vous avez juste votre logiciel
qui est déposé sur la partie App Builder à your runtime, et vous appelez Magento comme si c'était du headless. C'est un peu l'idée. Bon, c'était rigolo, c'est un peu le discours qui n'est pas trop technique, je ne suis pas très à l'aise là-dedans, donc on va parler d'autre chose. On va parler de Magento, comment est-ce qu'on l'étend. Ça, c'est un mot qui est important, c'est-à-dire on ne le surcharge plus. On rajoute des fonctionnalités ou on en modifie des existantes. Bon, je fais quand même un petit rappel, Magento, comment ça fonctionne. Magento, c'est des modules. Magento, on a un corps et on a plusieurs possibilités de rajouter des fonctionnalités ou de modifier. On l'adore parce que justement, il nous permet, nous, développeurs ou techniciens, de le torturer et le tordre dans tous les sens pour en faire tout ce qu'on veut et tout ce que nos clients veulent. Et au final, c'est une puissance qui est folle. Mais par contre, pour ne pas citer un film qui était vieux, qui était des fois bien, des fois pas bien, mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ben, des fois, on a mal appliqué ce pouvoir qu'on avait. Et on a fait des choses qui, maintenant, avec les nouveaux outils, on peut faire autrement. Du coup, bon, je vous refais un petit schéma Magento moche. Je suis dans la team tech, donc je ne fais pas des schémas jolis. Grosso modo, on a le corps en bas, mais vraiment le corps. C'est-à-dire, je considère que Magento Catalogue, c'est un module. Je considère que Magento Checkout, c'est un module. Je considère que n'importe quel vendor qu'on a sur la marketplace ou de modules qu'on développe nous-mêmes sont des modules au même titre que ça et s'intègrent dans la base de code de Magento. Et bien en fait, l'idée, c'est de continuer à faire ça sur certains modules qui sont pertinents et qui sont éprouvés, qui ont une réputation et qui font ce qu'on veut. Mais en réalité, les nouvelles fonctionnalités, il faudrait plutôt les ajouter autour, comme des satellites autour de la planète que représente Magento. J'ai pris des exemples, ces deux exemples-là que j'ai notés, donc faire un import de produit ou faire un moteur de prix personnalisé, c'est pas des exemples anodins, c'est ce que j'ai fait les 2 dernières années. Et en réalité, ça marche extrêmement bien, parce qu'un import de produit, en réalité, c'est quoi? On appelle des API distantes où on reçoit un fichier, si on est sur des systèmes un peu vieux. Ben, Magento, lui, il n'a aucune plus-value à traiter un fichier. Ça ne sert à rien de son point de vue. Donc on peut déporter ça sur un autre système, où lui, il peut traiter des fichiers, c'est son but, on va l'hyper-optimiser pour faire ça, ou un moteur de prix personnalisé. Et là, en réalité, ben, vu qu'on le personnalise des fois à outrance par rapport à Magento, on amène du risque sur du Magento, et une maintenance très compliquée, des bugs. Des fois, on ne comprend pas toujours ce qui se passe quand même. Côté prix, c'est un peu compliqué. Donc, venez, on le déporte complètement, on le met à côté, on fait autre chose, et Magento, lui, il continue sa vie dans son coin, avec les features, et nous, on a mis notre feature de prix à côté, mais qui correspond et qui répond aux besoins du client. Alors, en résumé, on adore Magento, mais quand même, quand on fait du code dedans, avec le temps, c'est pas hyper stable, mais bon, vous le connaissez, je ne vais pas faire le discours là-dessus, mais la builder, c'est bien, c'est à côté. On a quand même plein d'avantages sur la puissance de calcul qu'on déporte. Donc on n'impacte pas nos paires de notre Magento. On peut rajouter des fonctionnalités assez facilement. On est en microservice. C'est un abus de langage que je fais en disant microservice, mais on peut construire une app qui a un besoin, qui répond à un besoin, avec ses fonctions qui sont associées. Bon, petit bémol, on n'a pas accès aux données directement, donc il faut passer par les API Magento. Des fois, Magento ne met pas à disposition ce dont on aurait besoin. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, on va faire un dev Magento, mais qui va juste rajouter la mise à disposition de ces données. Donc on est sur un scope extrêmement réduit de surcharge Magento. Et un scope qu'on maîtrise, et un scope qui ne nous embête pas trop pour les monter en version. Alors du coup, le serverless, est-ce que je vous fais une présentation de ce que c'est? Je pense que vous savez. Ça scale automatiquement, on a des perfs qui ne sont pas trop dégueulasses, et en plus, comment dire, je vous disais tout à l'heure que c'était inclus dans la licence. En fait, tant qu'on ne dépasse pas un certain seuil, on connaît les licences Adobe Commerce Cloud, tant qu'on ne dépasse pas un certain seuil, c'est gratuit, c'est déjà payé. Donc on peut blinder la puissance de calcul là-dedans, au moins comme ça on ne sera pas embêté. Et notre Magento est toujours safe. Un petit exemple, qu'est-ce qu'on peut connecter avec notre Magento? Ce qui l'intéresse, Experience Manager, pour faire du contenu personnalisé, des campagnes promotionnelles basées sur la navigation. Donc on a extrait les données de navigation par les events qui sont poussés par le Magento, comme nous présentait Régis, où on allait nous-mêmes les générer. Et on dit, non, en fait, à tel endroit, c'est la campagne 12 qui va s'afficher parce que l'utilisateur il correspond à ce profil. Et on n'a pas fait faire ça à Magento.
Magento, ça l'intéresse pas. Il est extrêmement bon pour faire un catalogue des paniers et des commandes, mais pour faire ça, bah, c'est pas forcément son cœur de métier. Ou en tout cas, on pourrait le déporter. Hop. Bon. Voilà, discours commercial, c'est fini. Discours technique. Je pense que vous êtes là pour ça. Qu'est-ce qu'on a? On a du Node.js, donc JavaScript. Régis nous l'a déjà dit. Il a beaucoup dit de trucs de ma présentation, d'ailleurs. Moi, j'appelle ça des microservices. Je sais que dans l'état de l'art, normalement, c'est pas vraiment le vrai nom, etc. C'est pas grave, c'est pas l'important. L'important que je veux vous dire, c'est que chaque app ou chaque fonction est là pour remplir un besoin extrêmement précis et micro. Elle répond que à ce besoin-là. On a des API qui sont dispo, on peut exposer les appels aux fonctions ou les appeler par des triggers, par des events, par des webhooks. On est en mode serverless, donc l'infra, on la gère même pas, on est tranquille, on n'a plus à s'en inquiéter. Et on a un petit front aussi qui est dispo. D'ailleurs, c'est beaucoup là-dessus que se base le Edge Delivery Service et le sujet de la presse juste avant. Du stockage, parce que c'est quand même intéressant, je vous parlais d'importer des fichiers, de produits, de prix. Ben, on en a même plutôt pas mal. C'est vachement bien. On peut générer par des fichiers. On a un espace de stockage local. J'ai plus la taille qui est dispo, mais ça se compte en gigas. Donc on a de quoi faire quand même. Il faut qu'on soit quand même aussi responsable de notre propre rotation pour gérer tout ça. On a accès aux DAM d'Adobe, évidemment, les médias, les assets, hyper important. Il ne faut pas l'oublier. Et en réalité, vu qu'on a un cœur en Node et qu'on dev ce qu'on veut, eh ben on se branche à ce qu'on veut. Si on veut se connecter à DS3 pour récupérer des trucs de notre infra ou le combiner avec notre infra qu'on a, eh ben on fait ce qu'on veut. Et ça, moi, j'adore. Base de données. Eh ben on en a aussi. Alors, c'est une base de données non relationnelle, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est clé-valeur assez basique, mais ça marche vachement bien. Et, par exemple, on a un prestat qui nous fait un export de produits. Il n'est pas capable de nous envoyer un différentiel. Si on demande à Magento de le traiter, bah, comme je disais tout à l'heure, il n'a aucune plus-value à le faire. À prendre le fichier, à dire, OK, est-ce que j'ai déjà ce produit? Est-ce que j'ai déjà reçu ce fichier? Non. C'est pas intéressant pour lui. Donc on déporte ça dans le cloud, on lui fait traiter le fichier, on a stocké tous nos trucs en base de données, on compare avec un petit hash. Bon, on s'amuse un peu, on fait le div comme on veut. Et ça fait bien le taf. Du coup, pour info, la base de données, quand on est sur la builder, on peut créer plusieurs applications. Je vous montrerai après à quoi ça ressemble une init d'application, etc. Mais les services que je vous ai présentés là sur les fichiers, sur les bases de données, c'est au global de l'organisation. Donc c'est partagé en fonction de toutes les applis qu'on a, mais par contre, le quota, il est au niveau de l'organisation complète. Donc il faudra bien maîtriser ça quand on en fait une implémentation pour ne pas dépasser les seuils. Et sinon, après, en termes de temps de réponse pour la base de données, c'est à peu près la même chose que si... Pas vraiment du local comme Magento avec sa base de données, hein, évidemment, mais on sent quand même que c'est pas hyper loin. Ça prend moins de 10 millisecondes pour récupérer ou pour pousser un truc. Donc on est sur du stockage cloud qui est quand même pas trop loin. Et ça, c'est cool. Bon, j'ai mis une petite capture d'écran de mon dernier projet, juste sur les parties environnement. J'en ai initialisé 4, mais en fait, on peut en mettre autant qu'on veut. Il y a des templates qui sont dispo sur la console développeur. Et quand on démarre avec le template Magento de connexion, il nous init tous les trucs de insight, de runtime, de l'authentification avec le Magento, de IO Events qui permet du coup de recevoir des webhooks ou des notifs de modification directement par le Magento une fois qu'il est connecté. Et tout ça, en fait, c'est déjà préconfiguré. Donc, vous avez juste, entre guillemets, à mettre votre intelligence et votre algo sur une nouvelle appli. Il n'y a pas à se casser la tête sur comment est-ce qu'on se branche, etc. Vu que c'est dans la même organisation, donc l'instance Magento Cloud, donc tout ce qui va avec, eh ben, du coup, on gagne vachement de temps parce que faire les configurations, c'est un peu pénible. Et ça, on n'a pas à le faire. Un petit exemple? Allez, petit exemple. Bon, qu'est-ce qu'il nous faut? Déjà, il nous faut un compte. C'est un peu bête à dire, mais
En réalité, on n'y pense pas tout le temps, parce que du coup, c'est un compte développeur sur lequel qu'il faut activer. Il faut activer son organisation. Après, en local, pour dev, un petit Node.js, bon, NVM, NPM, je vous laisse voir, hein, c'est du détail. Il faut la CLI, Adobe I/O Runtime, qui nous permet du coup de gérer nos applications. Il faut aussi la CLI OpenWhisk, qui nous permet de gérer les applications sur des configs que la CLI Adobe ne permet pas toujours de faire. Et on a aussi, je ne l'ai pas marqué là, mais je l'évoque un peu plus loin, une CLI OpenWhisk Deploy qui nous permet de gérer les pipelines de déploiement et tout le cycle de vie de notre application. Parce qu'on aime bien quand même quand c'est un peu propre et que ça se déploie pas trop mal. On init un projet, on l'init sur la console développeur, donc c'est ce que je vous disais, on crée son projet, on lui dit le template Magento qu'on veut utiliser, au moins comme ça il nous initialise absolument tout. Il va nous sortir 2-3 crédentials de connexion. On arrive sur notre local, on lance IO app init, ça nous crée plein de fichiers, ça nous met des placeholders pour les tokens qu'on a récupérés depuis la console, et ça nous crée aussi un petit fichier app.config.yaml qui contient la configuration de notre application. Et c'est ici où on va faire de la magie. On va lui dire, écoute, mon application, elle contient plusieurs fonctions. Donc là, on voit que j'ai oublié de renommer mon ingest depuis mon projet en faisant le truc. Mais en gros, on définit une fonction, donc un point d'entrée. On lui dit qu'elle est exposée sur le web. On définit la mémoire qu'on lui alloue. J'ai mis ici les valeurs maximales qui sont autorisées. Donc on a droit jusqu'à 4 Go de RAM et 1 heure d'exécution max, ce qui est plutôt pas mal. On a de quoi faire, surtout si on veut faire des imports, des trucs comme ça qui prennent du temps. Donc on a vraiment une grosse marge de manœuvre. Et puis même si ça ne suffit pas, ben, les fonctions peuvent s'appeler à la chaîne. Donc on peut avoir une première fonction qui réceptionne, qui fait un travail, par exemple, qui est-ce que le fichier est valide? Oui. Ok, je l'envoie à la deuxième. La deuxième, elle va faire un autre travail sur le fichier. Elle va prendre les données, elle va les découper. Celle-là, ensuite, elle l'envoie à une autre qui dit ok, mes données, elles sont bonnes, je les ai bien reçues, je les ai compris. Ben, maintenant, je vais les préformater pour ma destination. Et du coup, chaque action peut prendre 4 Go de RAM et chaque action peut prendre 1 heure de temps. Donc on a vachement de liberté pour faire tout ça, et vous avez tout ça au sein de votre fichier app.config.yaml pour définir tout ça. On définit une action, un petit fichier JS, rien de foufou. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai récupéré le SDK, comme je vous disais, on l'a, il est à dispo. Pourquoi ne pas s'en servir? Il nous permet justement d'accéder aux bases de données, d'accéder au système de stockage de fichiers. On récupère le petit fichier utils qui est créé par IO init. Ce fichier utils, il contient quelques aides, notamment sur le type de réponse. On est quand même sur un système API connecté, donc on a des réponses à émettre dès qu'on reçoit une demande. Donc il nous fait 2-3 fonctions pour nous aider. C'est quand même vachement utile. Regardez dedans, c'est assez sympa. Ça nous aide sur des petits soucis. Bon, je fais rien de fou là. Hein. J'ai mis 2 params. J'appelle la fonction dans le utils pour vérifier que mes params sont valides. Et je retourne une erreur si c'est pas bon. Et j'exécute une méthode au hasard. Voilà, c'était juste pour écrire du code. Là, ici, vous faites ce que vous voulez. C'est un peu l'idée. Et du coup, dans mon fichier, j'ai défini que c'était dans action, mon action, index.js. Eh ben, c'est fou, mais en fait, je le mets dans le dossier action, mon action, index.js. Voilà. Et on a fini. Maintenant, on peut la run, notre appli. Et c'est bon. Donc, on utilise la CLI, la CLI. On peut la run en mode développement. En fait, on va retrouver ici beaucoup de méthodes qu'on connaît depuis NPM. Donc, on peut la run. Ça la run en pseudo local, mais ça nous permet de la débugger sur notre machine. Ça simule ce qu'il y a dans le cloud. Donc, avec le système de stockage, avec la base de données, ça avait absolument tout comme si on était à distance. Mais chez nous, et on récupère les logs, et ça c'est cool. On peut aussi la déployer individuellement, mais je vous recommande quand même d'utiliser OpenWhisk Deploy pour faire ça. C'est plus propre. Et du coup, pour le faire, il faut faire un petit manifeste pour dire quelle est la fonction, comment est-ce que ça se déploie. Mais rien de fou, la doc, elle est extrêmement claire là-dessus, et c'est très appréciable. Des petites astuces que j'ai vues en me plantant plusieurs fois en essayant de configurer mes apps. Donc je vous disais, le timeout et la RAM maximum par action. Et ben, des fois, on a envie de le set à la main.
On a envie de le forcer, on a envie de le changer. On a une petite commande pour faire ça. Voilà, pas besoin de redeploy absolument tout. On peut juste mettre à jour cette commande. Et là, ça utilise la CLI OpenWhisk. C'est pas dispo côté IO. On peut aussi récupérer les infos de ce qu'on a déployé. Donc ça, c'est la partie OpenWhisk aussi qui nous le donne. Donc comme je vous disais, on peut deploy, undeploy et run. Et il y a quand même aussi un truc, c'est de l'API, c'est à distance. Ok, c'est quoi l'URL? Eh ben, c'est fou, mais je pensais pas me poser cette question aussi fortement et pendant plusieurs heures. Donc je vous ai mis en bas la petite ligne pour la sortir parce qu'elle est très compliquée à récupérer celle-là. En tout cas, à l'époque où j'en faisais, et la console me sortait pas l'info. Donc j'espère que ça a évolué depuis, mais c'était pas le cas avant. Bah voilà, bah, je pense que maintenant vous êtes prêts. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai présenté? Pour rappel, je vous ai présenté beaucoup au début un petit peu pourquoi ça existe, mais Régis a fait une belle présentation là-dessus ce matin. Et en fait, le message, là, ce que je vais vous faire passer, c'est vous dire que Magento, on l'aime. Hein. Je pense que tous ceux dans cette pièce sont d'accord avec moi. Mais on le déteste aussi un petit peu. Il nous a fait bien souffrir sur certains sujets un peu touchy, où en fait, on récupère un vieux bout de code qui a modifié quelque chose qui n'est plus compatible, on a une montée en version qui est douloureuse, etc. Ben, malheureusement, des fois, on s'est créé notre propre enfer. Parce qu'on aurait pu le faire autrement, et c'est un peu l'idée. On n'est pas obligé d'être dans le fonctionnement cloud as service, comme ça a été présenté ce matin. Ça marche aussi avec les autres. On peut aussi faire ce mode de fonctionnement-là avec d'autres types d'instances Magento. Et pensez-y, c'est surtout pour vous, en fait, pour pas que vous souffriez dans quelques mois, années, comme on est tous passés par là, donc j'espère que vous me comprenez là-dessus. Voilà. Donc, oui. Quelles sont les limites du setup leader, par exemple? Est-ce que tu peux imaginer des éléments un peu complexes où il peut y avoir plusieurs intervenants dessus? Ou est-ce que ça va être des micro-fonctions simples? Parce que dans tout ce que tu montres, c'est que relativement simple. Oui. Une vraie application de prod, on peut imaginer, je sais pas, un Sparlock, par exemple, un truc un peu costaud. Est-ce que ça peut rentrer dans ce cadre d'application? Alors là, c'est une réponse très personnelle que je vais te faire. C'est que moi, je suis plus fan de, en effet, une action égale à un micro besoin. C'est ma conception des choses, j'aime bien le faire comme ça. Tu as pris par exemple l'exemple d'un store lock. En fait, un store lock, on a besoin de quoi? On a besoin de stocker quelque part les magasins et d'enrichir ça. Donc ajouter, supprimer, mettre à jour. 3 actions. Ensuite, on a besoin de les récupérer en fonction des besoins clients. Une action. Toi, et du coup, c'est hyper découpé. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire que tu as une appli, tu as plusieurs fonctions qui sont définies dedans. Tu peux le mettre dans ton fichier de app, mais ça reste une appli quand même. On ne va pas surdécouper, ça ne sert à rien non plus. Hein. Du coup, ça fonctionne avec sa base de données qui est dans son coin, etc. Donc ça peut communiquer avec tout. Mais moi, je suis dans l'approche de on surdécoupe, justement parce que quand il y a besoin de modifier quelque chose, tu peux modifier juste un petit bout de code, un petit besoin. C'est pour ça que je fais l'abus de langage microservice, parce que c'est la conception que j'aime bien pousser là-dessus, c'est qu'on peut du coup, alors, la phrase est terrible, hein, ce que je veux dire, mais mettre une armée de développeurs en parallèle pour développer plein de features, parce qu'en réalité, ils ne vont jamais s'impacter les uns les autres. Et du coup, pour répondre à ta question, moi, je préfère qu'on surdécoupe. Mais ça peut être challengé. D'autres questions? Oui. Du coup, les projets Magento sur lesquels tu ou vous travaillez, vous faites que Tab Builder et plus du tout de surcharge ou d'extension de Magento là-dessous? Non. Ce que je disais au tout début, c'est qu'on le fait que sur des fonctionnalités où Magento n'a pas de pertinence. Il y a plein de fonctionnalités où en fait on va modifier un fonctionnement de Magento, mais c'est pertinent de le laisser dedans. On a besoin que ce soit bien ancré dans le corps, que ce changement est transverse là. Par contre, des trucs qui sont en galaxie, autour, là on vient l'ajouter sur les services autour justement. On essaye, pour l'instant, en tout cas avec les retours d'expérience qu'on a, d'ajuster en fonction du besoin où est-ce qu'on l'applique. Et on l'a vu ce matin, à mon avis, on va être obligé de moins adapter et le faire tout le temps autour. Autre question? Oui. Question, est-ce que tu penses que c'est adapté? Parce que dans tes exemples que tu donnes, c'est du traitement de fichiers, etc. Est-ce que tu penses que dans tes tests, dans vos tests, est-ce que c'est adapté par exemple à du traitement temps réel, type le front fait un appel pour aller se connecter à un sort party, et du coup je passerai par la builder qui serait une passerelle entre le sort party et le front? Oui, ça marche extrêmement bien.
ça marche très très bien parce que du coup, on a toute la puissance du cloud Adobe qui est là. Donc, c'est présenté avec le Edge Delivery, etc. On a toutes les disponibilités partout. On a les temps de réponse qui sont excellents. On ne dépend pas du Magento en plus derrière. Donc, c'est vraiment plutôt bon. Après, est-ce que tu vas appeler la builder pour appeler Algolia? Peut-être pas. Il faut ajuster. Mais par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'en réalité, pour la navigation front, je vous évoquais le système de prix personnalisé. Le prix personnalisé, on l'a fait dans la builder parce que dans Magento, les tests qu'on avait fait, on impactait trop les performances. Le moteur de prix, on l'a sorti. Les prix du front, ils viennent de là. Donc en navigation, les prix, ils viennent directement de la builder. Du coup, sur ce moteur de prix, en back-office, si on veut créer une commande, du coup, faire du code PHP pour récupérer ce prix-là depuis back-office. Ouais, on a fait 2 surcharges de Magento pour faire ça. On a fait une première surcharge qui est pour lui dire écoute, les prix, tu t'en occupes plus. Et une autre pour lui dire au fait, si, en fait, les prix, mais ils viennent de là-bas. Parce que du coup, on a le front qui va l'interroger de l'extérieur et aussi le Magento en interne. Moi, comme ça, on est sûr que c'est sur toute la transversalité de Magento, ça respecte bien les prix qui viennent de l'extérieur. Ça fait une surcharge qui est hyper précise et du coup, à maintenir, c'est un bonheur. D'autres questions ? Eh bien, merci.